Bonjour à tous, je suis toujours Lodi Berserker et aujourd'hui après un top 10 des familles, un top 10 autour des comics de ma lecture Comics 2025, nous parlons aujourd'hui des films, des pépites cinématographiques qui ont marqué l'an passé de mon côté, bien évidemment. Si vous avez déjà un top 3, un top 5 à partager, que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez discuter, un petit peu échanger, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, à l'écrire, votre top 3, top 5, peut-être top 10, si vous souhaitez davantage être généreux, si vous êtes un cinéphile. Il y a sûrement des choses que je vais citer qui vous ont plu ou déplu. N'hésitez pas à le dire aussi ici plus bas. S'il y a des œuvres que je me dois de découvrir, bien sûr, des séries comme des gars comme les séries de Marty, Romain ou encore le Guy Barbu savent déjà mon top 3 puisqu'on en a parlé il y a une semaine environ par rapport à cet enregistrement, puisque ici on est le samedi 17 janvier et vous la regarderez peut-être cette vidéo le 18 ou une semaine plus tard. Il va y avoir des mentions honorables, des rewatching bien sûr, des petits bonus, voilà, afin de, de citer des immanquables que je n'ai pas su mettre dans le top 10, hein, puisque je rappelle donc que je suis un petit cinéphile, bien que la passion reste à certains moments de l'année plus dur à maintenir, en somme, voilà. Bonne vidéo à tous, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ça n'est pas encore fait, et on va retourner la casquette afin de rentrer dans les choses sérieuses, voilà, bien évidemment. Là, c'est parce que là, j'ai mon PC, là, je regarde la caméra maintenant, voilà, vous savez, à tout de suite. En quelques mots, on va aller vite, parce que voilà, afin que vous ayez une vidéo un peu condensée de tout ce qui se passe aussi, de certaines choses, puisque je rappelle, bien que je sois passionné de films, que je ne suis pas une chaîne de critique, plus des avis de temps en temps, comme ça, que ce soit des lives ou des vidéos une fois toutes les lunes, autour de la thématique du cinéma. Indomptable, Thomas Nguijol, de retour dans un film, et dans un rôle dramatique, sérieux, je crois que ça se passe, j'ai envie de dire, la République du Congo, l'histoire, basée sur des choses réelles qui sont du coup véritablement passées au sein du pays, dont le fait qu'au niveau de la police, c'est forcément pas comme chez nous, ça a aussi ses complications. Sur le terrain, ça manque de matériel, voilà, notamment. Mais ils font comme ils peuvent et du coup, en dehors de ça, c'est un film aussi qui parle de la famille, des difficultés qu'elle peut rencontrer par rapport à l'éducation, à tout ce qui est de la parentalité. Du coup, euh, c'est un bon petit film, j'en ai rien de plus à dire. C'était ma petite découverte aussi de comment ça se passe au sein du pays dans le global, par rapport à leur culture aussi. Et puis ben, voilà, découvrir Tom Guijol dans un rôle sérieux. Ensuite, en petite découverte, une belle petite découverte de l'année, c'est mon premier film en fait des Frères Dardenne. Pour moi qui suis belge, c'est une honte, c'est vrai. Et en plus de quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, mais voilà, il faut un début à tout. Et ça a été, on l'a vu en famille d'ailleurs avec maman et mes cousins qui sont sur la fin de l'adolescence. Bon, voilà, on essaie d'éduquer un peu au niveau du cinéma, bien sûr. Et donc ça a été Jeune mère, un petit film aussi à la hauteur pour moi d'Indomptable, qui traite de sujets différents bien sûr, ce qui est drôle pour l'anecdote, puisque le sujet parle de ces jeunes mères, euh, filles adolescentes qui sont du coup mères beaucoup trop tôt, et ma compagne souhaite travailler dans ce secteur-là, dans ces maisons, ces institutions d'aide aux jeunes filles. Ça parle une fois de l'humain. C'est filmé à Charleroi pour anecdote, globalement. Ça apporte du coup un regard forcément social, sociétal. Ça n'a pas vraiment de gros parti pris de qu'est-ce qui sont les bons choix ou pas à ne pas faire. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Le parcours de diverses jeunes filles à suivre, donc inspiré forcément de la réalité. Donc, moi qui suis homme hétéro et qui ne côtoie pas ce genre de milieu, bah, ça m'a permis de me rendre compte un peu plus de choses concrètes, voilà, de notre société.
Donc si ça peut vous intéresser, que vous vous sentez concerné d'une certaine manière, bah, ou que tout simplement vous avez une curiosité cinématographique à agrémenter, peut-être que du coup c'est un film comme Indomptable que vous devez mettre sur votre watchlist, que vous ayez Letterboxd, de quoi noter sur papier ou pas. Voilà, voilà. On va rentrer dans le top 10. Ah oui, non. Avant le top 10, j'ai deux rewatch, découvertes, redécouvertes de cinéma, donc de films qui sont sortis début 2000. On va commencer avec Training Day. Et du coup, donc il y a quelques mois, Training Day, redécouverte, c'était entre septembre et décembre 2025. Toujours immense, toujours immense. Je m'en souvenais pas, mais pourquoi je me suis remis vers le film parce que j'apprécie normalement, enfin j'apprécie sereinement David Ayer, mais voilà, je cours pas après non plus. J'avais beaucoup aimé son Fury notamment, à noter sur votre watchlist si ce n'est pas encore fait, malgré ses incohérences historiques, voilà. Et ouais, donc immense dans l'écriture viscérale, très crédible du milieu de la corruption des bas quartiers de Los Angeles. Il me semble que c'est ça. En gros, de ce que ça parle, de ce que ça dénonce, de ceux qui sont dépassés par les événements de leur quartier, en gros, voilà. Où le sens de la loyauté, l'honneur, les curseurs sont bougés. Très bon Ethan Hawke aussi, que je découvrais à l'époque et que j'ai redécouvert ici. Non, voilà, j'ai rien davantage à dire, hein. Comme j'ai dit, Washington est monstrueux. Le film a étonnamment bien vieilli. Il est encore d'actualité, ce qui est du coup dérangeant, hein, quelque part, hein, que ce soit encore très crédible aujourd'hui. Surtout avec les situations contemporaines des États-Unis. Donc voilà, Training Day, si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux que vous recommander de le voir. Voilà, c'est un film à ne pas manquer du début des années 2000. Et puis bah, là, c'était une découverte vue par beaucoup de personnes, puisqu'il y a deux films qui sont sortis bah, l'année passée, enfin un l'année passée et ici le suivant. Malheureusement, d'une saga qui n'existait pas à l'époque, hein. Ça avait été qu'un film à l'époque, 20 Days Later, avec le très bon Cillian Murphy qui faisait ses débuts au cinéma, en gros. Et donc pour moi, le meilleur de cette saga, du coup, on en parle en saga, malheureusement. Oui, je dis malheureusement parce que le précédent, c'est vraiment le blockbuster classique, très cinématographique au niveau de la technique. Mais pour ce que ça raconte, on est à ras de l'herbe, hein, quoi, des pâquerettes. Mais bon, apparemment, le public, dont certains cinéphiles sont contents, voilà, les goûts, les couleurs, comme le nouveau Temple Bones, là, hein, je comprends pas, 20 Years Later, là, voilà, comme quoi, hein, il en faut pour tout le monde apparemment, mais bon, voilà, voilà, voilà. Je vais pas rentrer dans le détail parce que peut-être que je vais en blesser certains. Il en faut pour tout le monde, du coup je vais m'arrêter là-dessus. Mais du coup, 20 Weeks Later, c'était une découverte de Jeremy Renner, pourtant un film très académique, dans sa manière de poser le cadre, de poser sa caméra, de filmer du coup, de mettre des lumières, de mettre en scène ses acteurs, d'écrire ses personnages, un peu caricatural il est vrai, et pourtant ben, je trouve que c'est d'une certaine manière le plus prenant, peut-être par sa caméra immersive, proche des acteurs, au cœur de l'action, d'une certaine manière viscérale, malgré un peu cette fin prévisible, si je puis dire. Si pas, même le film peut être prévisible, c'est sûr. Mais voilà, simple, comme je le dis souvent sur la chaîne à travers des vidéos, simple et efficace. Pour ma part, ça fait très bien le café, passer un bon moment. Moi, je préfère quelque chose de simple, de très basique, mais qui raconte réellement quelque chose, que quelque chose de très techniquement euh, couillu, euh, comme Danny Boyle sait le faire globalement, voire les réalisateurs britanniques, hein, et qu'au final ça ne raconte quelque chose de tout aussi simple, voire bateau, mélangeant trop d'idées en même temps. Mon problème avec 20 Years Later, c'est vraiment ce problème, enfin ce truc de vouloir raconter deux, trois histoires en même temps. Surtout qu'en plus, le truc avec du coup le personnage, l'acteur j'aime beaucoup. Je le mets à l'écran là le nom. Il pop vraiment ces 5 dernières années en gros au niveau du public, alors que le gars il est là depuis une vingtaine d'années et où il jouait un très bon James Cook dans la saison 2 de Skins.
Bah, c'est ça en fait, c'est vraiment de mettre des archétypes de personnages qu'on a déjà vu moult fois et enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu, qu'on sent direct que c'est juste là pour voilà, remplir pour un film de plus, on te le met au début, on te le met à la fin, le personnage il sert à rien. Là où du coup 20 Weeks Later, qui aussi, hein, je le rappelle, très classique, mais du coup ne met pas au forceps des personnages pour dire d'en mettre. Voilà, c'est pour moi, en tout cas, plus regardable en termes d'histoire. Voilà. Donc, en mentions honorables, on a eu Indomptable, qui se faut de voir, Jeune Mère, Rewatch, Training Day et Découverte euh, de 20 Weeks Later. Soit rentrons dans le top 10 pour pas éterniser cette vidéo. Apparemment, il est en 10e position. C'est le biopic le plus académique que j'ai vu cette année. Je ne parle pas de celui de Bruce Springsteen, que je souhaitais quand même découvrir parce que Jeremy Allen White, notamment, que je sais avait fait ses débuts dans Shameless, mais moi que j'avais beaucoup aimé dans la série De Beer, qui d'ailleurs, saison 5 est désormais en production, à suivre. Marty, je pense qu'il est au courant. Non, je parle ici de Better Man, le meilleur homme, titre issu de la chanson éponyme, d'une chanson éponyme d'un des albums des années 2000, je crois, de l'artiste Robbie Williams. Le parti pris étant que là, le personnage principal, donc le sien, visuellement soit un singe. Voilà, c'est un truc auquel il disait souvent que les sales gamins, en tout cas, qu'il fréquentait, celui qu'il bully, le dénonçait comme tel, voilà, en gros. Mais du coup, moi, ce que j'en ai pensé, pourquoi il est si bas, d'une certaine manière, dans ce classement, ben, tout simplement parce que j'ai déjà vu ce genre de biopic beaucoup de fois. Voilà, est-ce que par certains moments il n'a pas trop tiré sur la corde du drama Il y a des choses dans lesquelles je me suis retrouvé forcément parce que je fais partie de ce genre d'individu, surtout que je suis TDA aussi. Connu aussi ce côté bully, malheureusement. Bon, là, pas spécialement lié à la maladie, mais après tous les trucs rebelles, troubles de l'attention, tout ce que ça en découle aussi. Voilà, je vous invite à vous renseigner pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un TDA. Toutes ces crises existentielles, trouver sa place dans la société, ici par rapport au monde de l'industrie de la musique. Donc je pense que ça a plu surtout à des gens qui n'ont pas vu beaucoup de biopics, qui ne connaissent pas Robbie Williams ou peu. Voilà, je ne savais pas toute sa vie, mais quand même quelques morceaux. Je connais la plupart de ses titres. Donc forcément, j'ai bien aimé certaines réinterprétations, mais voilà, finalement, par rapport à ce qui va se dérouler ici après dans cette vidéo, aux autres films, forcément, vous en doutez, si la 10e passe, c'est qu'il ne m'a pas plus marqué que ça. Voilà. Bien qu'il m'ait fait couler une larme ou deux à certains moments, mais ça reste bref. Voilà. Donc imparfait, sympathique, un petit 8 sur 10, je crois que j'ai mis peut mieux faire, quoi. Hein. Vraiment, Rocketman, Elvis, c'est les biopics musicaux que je vous... Biopics comédie musicale, pour Rocketman notamment, que je vous invite très chaudement à voir. En 9e position, voilà, il y en a qui sont bon public sur qu'est-ce qu'on a fait en bon jeu, il y en a qui ne comprennent pas cet humour de beauf ici, c'est ça que je vais vous citer. Mais... Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Hein, ma petite chicorée, n'oubliez pas de mettre dans l'espace communautaire, tout top 3, hein. Tout top 3, tout top 5, des films 2025. Bien évidemment, je pars dans une pseudo-imitation de François Lambrouille, de François Damiens, alors que c'était au départ une imitation à la peu près du personnage Jean-Paul Rouffat de Jeff Tuch. Donc Tuch 5, bien que je n'ai pas vu celui de Noël. J'ai essayé de rattraper les principaux quelques temps avant. J'ai passé un très bon moment. Jean-Paul Rouve s'est vraiment posé un cadre. Il y a vraiment une identité visuelle, bien que ça reste académique, mais intelligente. Car je le rappelle que l'art de l'image est un art, et donc ce travail, voilà, que ce n'est pas du blockbuster de tous les jours, hein.
Voilà, ce n'est pas juste du popcorn, hein, on pose une caméra comme ça. Non, il y a un travail à exécuter, il y a une réflexion à faire. Ça m'a parlé, hein, voilà, ça reste un bon petit film comédie slash dramatique, prenant. Puis moi j'aime bien l'Angleterre, les pays anglophones, le second degré, l'humour un peu beauf de situation, etc. Donc j'ai passé un bon moment. Ça ne révolutionne rien, c'est clair. Voilà, it was a good time. Un pseudo blockbuster, voilà, simple, sans prétention, euh, très très en commun avec un comics dont je parle dans mon top 10 comics 2025. Certains le voient peut-être venir de quoi je parle. Une famille formidable, une famille de 4 personnes, la famille Storm, la famille Richards. Je parle évidemment des 4 fantastiques. Voilà, c'est clair, je crois que c'est le rebeu des comics qui le disait. Lui ou quelqu'un d'autre, que c'était très similaire, en tout cas sur YouTube et sur Twitter, au film des années 2000. Je sais pas, je trouve que en tout cas c'était tout aussi touchant, voire davantage touchant, puisque surtout la force aussi de ce film, c'est les Storms, et même Richards. Hein. Richards, je trouve que même si, encore une fois, Pedro Pascal, voilà, il y avait d'autres acteurs à caster. Après avoir hein, ce qui se passe en backstage, est-ce que c'était vraiment leur dernier choix ou pas ça, c'est encore un autre débat. Donc, ouais, Johnny Storm qui a été modernisé, actualisé, rendu moins caricatural, euh, un minimum pertinent, qui est vraiment la mama, celle qui dirige cette famille, comme ça a l'air d'être le cas dans les comics apparemment, de ce que j'en ai compris vite fait de ma lecture précédente et de ce que d'autres lecteurs de comics érudits en disent. La chose qui reste fidèle à lui-même, c'est peut-être le seul bémol de ce film, c'est que c'est le personnage le moins développé, où ils sont passés en couvent sur le fait qu'il soit juif. C'est vrai que bon, après parler de religion politique dans des blockbusters en 2026, je ne les excuse pas, mais devenu très compliqué, voilà, au vu de la société dans laquelle on vit et de l'ère Trump, voilà, en mode deuxième mandat, tout ça. Euh, ouais, moi je le trouve, je ne peux que vous inviter, s'il faut voir un film blockbuster et surtout d'adaptation de comics 2025, à regarder celui-ci. Certes, une nouvelle fois, comme certains des films dont j'ai déjà cité, que je vais reciter, très classique dans sa proposition, dans sa technique, de comment il réalise, comment il est écrit, etc. Mais voilà, encore une fois, une nouvelle fois, qu'on on sait écrire des personnages, quand on rend crédible une famille de super-héros, qu'en plus de ça, on fait des easter eggs, des clins d'œil bien glissés, mais qui ne desservent pas l'histoire, ben on peut passer un bon moment. Voilà, un bon petit film, un bon film popcorn, Fantastic Four, version 2025, oui, c'est ok. Voilà. Il est sorti tard, j'aurais peut-être pu le voir avec ma classe en anglais 3, mais je l'avais déjà vu avant en anglais, grâce à mes amis NordVPN. L'homme du toit, c'est basé sur une histoire vraie. C'est pour moi le meilleur rôle de Channing Tatum aujourd'hui. Voilà, c'est un film discret, encore une fois, sans prétention. Est-ce que le terme intelligent est de bienvenu? Mais en tout cas, il est bien pensé, il est réalisé de manière propre, il est écrit avec le cœur. Voilà, ça parle une nouvelle fois de famille, de parentalité. Après retour de guerre pour ces militaires qui ont globalement pas gros suivi aux États-Unis, un peu laissé au dépourvu comme ça, d'un mec qui essaie de s'en sortir comme il peut, voilà, avec les outils qu'il a, euh, qui malgré certaines choses, voilà, montre que ça n'est pas simple, hein, voilà, de vivre aujourd'hui. Enfin, même s'il y a toujours des choses compliquées à chaque époque. Comme certains films déjà cités, comme Jeune Mère, un film très humain. Une Kirsten Dunst très juste, poignante aussi, très vraie. Le jeune casting aussi fait le travail. Donc typiquement le genre de film
peut-être qu'il peut passer inaperçu si vous avez un blockbuster en visu ou quoi, ou que des films plus cinématographiques en termes d'écriture ou de technique vous intéressent, mais celui-ci peut se glisser dans votre liste de films à voir, hein. Si vous voulez découvrir, redécouvrir notamment Channing Tatum ou encore Kirsten Dunst, euh, voir un petit film pas piqué des hannetons, voilà, ou des canetons. Un autre film sans prétention, ici à la 6e position, j'en ai parlé durant le live euh, sur nos top films et séries 2025, c'était le Raid 3 auprès de Romain Guy Barbu et les séries de Marty. C'était ma mention honorable justement. Là, il est en 6e place. Le dernier souffle, dernière respiration, basé aussi sur une histoire vraie, dont Romain recommande chaudement de voir le documentaire. Donc Last Brief, avec un casting très juste aussi, dont le principal est très connu, Woody Harrelson, Simu Liu, ou encore Finn Cole aka Michael Gray dans Peaky Blinders. C'est un film mélangeant le genre du thriller et du drame. Peut-être trop documentaire dans sa manière de filmer, dans son côté proche des acteurs, mais au moins il arrive à poser une tension dès le premier quart d'heure, globalement 30 minutes. Dès le premier quart d'heure, ces premières 30 minutes. Il manque peut-être, comme disait Romain, du cachet sur certains personnages. Enfin, globalement, peut-être que j'ai été un peu sur ma faim, si j'ai des bons souvenirs là-dessus. Ça met en avant aussi le contexte, le métier des scaphandriers, donc un peu ces hommes qui travaillent sur des plateformes pseudo-pétrolières sous mer. Voilà, si vous avez du temps à prendre, une certaine curiosité aussi de ce monde-là, peut-être Ose, je ne sais pas, je sais que je l'avais recommandé en tout cas par Discord, vu qu'il aime bien ce genre de coup, enfin, qu'il aime bien le monde sous-marin. Ça peut être une belle expérience cinéma. Donc pour le moment, vous avez vu, hein, pas des grands films, des films à part Fantastic Four ou encore Better Man, ou encore Better Man, Tuche, c'est vrai, un peu blockbuster, grand public, mais globalement des films assez intimistes. Fantastic Four a déjà cette force-là aussi, force, euh, dans ces thématiques, la manière qu'il les écrit, etc. Pour moi, déjà le meilleur Reed Richards en live. Voilà, autant humain que pas manichéen, en tout cas, comme pas trop caricatural non plus. On arrive sur le top 5. C'est vrai que je tiens à rallonge, je vois, je suis à 26 minutes déjà de montage. Top 5. Mikey 17. Je cherchais en anglais parce que j'adore l'anglais tout simplement. Mikey 17. Je suis pas très SF à la base, mais c'est pas dérangeant parce que le SF vraiment c'est qu'un contexte. Donc dans un monde futuriste où du coup Robert Pattinson joue plusieurs clones, notamment un 17 et un 18. Voilà. Pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous savez pourquoi je cite surtout ces deux-là. Casting très bon, Mark Ruffalo qui d'ailleurs dénonçait d'une certaine manière ce qui se passe aux États-Unis, forcément. We're in the middle of a war with Venezuela that we illegally invaded. He's telling the world that international law doesn't matter to him. The only thing that matters to him is his own morality. But the guy is a convicted felon or convicted rapist. He's a pedophile. He's the worst human being in the world. If we're relying on this guy's morality for the most powerful country in the world, then we're all in a lot of trouble. Mark Ruffalo qui d'ailleurs dénonçait d'une certaine manière ce qui se passe aux États-Unis, forcément, je pense, a pris davantage plaisir quand on a suivi ce qu'il a dit aux Golden Globes et qu'en plus on le voit dans ce film fortement plaisir à jouer une parodie de Donald Trump. Voilà, il est excellent dedans. Je ne sais plus qui jouait sa compagne dans le film, elle était aussi très juste. C'est une actrice connue en plus de ces dernières années, entre autres, si je ne dis plus de bêtises. Je vous remettrai peut-être le nom ou la tête de l'actrice pendant que vous regardez cette vidéo. Réalisateur Bong Joon-ho, si vous avez aimé beaucoup, notamment son film le plus connu, récompensé dans moult festivals, Parasite, pour moi son meilleur film
Voilà, tout simplement. Peut-être que c'est ça aussi qui va lui porter d'une certaine manière préjudice ces prochaines années, si on est un cinéphile comme nous, de voir s'il va réussir à faire mieux. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'en ai presque globalement vu que des bons retours. Il y a peut-être eu des retours négatifs. C'est aussi les côtés politiques de certains qui peuvent jouer là-dessus sur les appréciations, je pense, du film. Je pense, hein, en dehors et ou en plus des goûts et couleurs. Mais là, voilà, on commence un petit peu à rentrer dans ce qui s'est fait de mieux pour moi en l'année 2025, aussi bien au niveau de la technique et donc de l'acting que de l'écriture, et donc des thèmes abordés. Foncé, Mikey 11, Mikey 17. Je rappelle que forcément ce genre de vidéo n'est pas une vidéo critique, enfin vous le voyez, je pense une vidéo review, juste des conseils en 2-3 minutes pour vous inviter à regarder ça. Là aussi, niveau date, c'est compliqué. Apparemment, il est sorti en 2024, mais ressorti en Blu-ray, je crois, en 2025. Donc, j'en profite pour le glisser. C'est un film aussi très familier dans sa manière, dans son exécution, très académique. Une nouvelle fois, j'utilise beaucoup ce terme parce que malheureusement, d'une certaine manière, c'est le cas de beaucoup de films, malheureusement. Euh, je parle d'un film où Michael Fassbender passe une tête avec euh, un trio d'acteurs qui jouent leur propre rôle. C'est du rap irlandais. Ils font beaucoup parler d'eux ces dernières années à cause de l'actualité, malheureusement, et parce que moi je les comprends, je les rejoins même dans ce combat-là, d'une certaine manière, de vouloir préserver leur héritage, entre autres, de rester vrai dans cette société, de ne pas vouloir mentir aux gens. C'est Knicap, une certaine énergie brute, dynamisme comme savent le faire les Britanniques, un peu rock'n'roll, si je puis dire d'une certaine manière. Un film politique donc sans lourdeur. Il y a une certaine rage, musique, identité, c'est rythmique, c'est une petite claque. Franchement, j'ai passé un très bon moment. J'ai eu le sourire aux lèvres à pas mal d'instants. C'est le Straight Outta Compton, si on veut, d'une certaine manière, irlandais, nord-irlandais, je crois, pour être plus précis, peut-être, il me semble que oui. Donc voilà, Kneecap, foncez dès que vous pouvez. Top 3 connus, donc des copains Romain, Martin, donc Cyril Marty et Nico. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon live, tout simplement. Ok, de toute manière, je vous renvoie. Si vous voulez le retour des copains aussi sur d'autres films, entre autres. Bon, deuxième blockbuster ici de la vidéo. Deuxième ou troisième, si on veut, oui, Tuche, 4 Fantastiques et F1. Donc voilà, F1, hein, F1, Vroom Vroom, Spa-Francorchamps, code très classique, avec l'acteur qui va peut-être incarner le nouveau visage de Black Panther dans le MCU. Voilà, pour l'anecdote blockbuster, l'anecdote popcorn. Ça ne révolutionne rien. Ça reprend même des codes apparemment du film Driven avec Sylvester Stallone dans les années 90, si je dis point de bêtises, et de Jour de tonnerre, donc de Days of Thunder, si je dis bien le titre en anglais de mémoire, donc avec Tom Cruise. Ça parle d'une suite avec justement Tom Cruise dans son rôle de Jour de tonnerre, dans le rôle qu'il avait dans Jour de tonnerre. Enfin bref, en tout cas moi j'ai passé un très bon moment. J'ai pas vu les 2 heures et des passées. C'est immersif comme a su le faire Joseph Kosinski, réalisateur déjà de Top Gun 2 Maverick, qui a eu un très grand succès. Réitère du coup avec le monde de la Formule 1 auquel j'étais et reste quand même peu familier d'une certaine manière, même si je vis à côté de Francorchamps. Les petits caméos de stars mondialement connus de ce monde sportif-là, comme Lewis Hamilton ou Leclerc, font plaisir. Après, les personnages comme Javier Bardem, bien sûr, sont plus qu'anecdotiques. Je peux comprendre que Marty a été un peu dérangé sur le surplus de Brad Pitt dans ce film. Même moi, Brad Pitt, il pourrait même jouer dans le plus mauvais des films. Il me le ferait aimer, tout simplement. Donc voilà, Brad Pitt, moi, mon acteur fétiche, c'est Steve McQueen. Pour ceux qui ne savaient pas, hein, voilà. Je le replace tant que je peux, surtout quand je parle du cinéma. Et Brad Pitt, pour moi, c'est vraiment le McQueen de ce siècle-ci. Des mecs qui savent tout jouer et qui en plus respirent le cool.
transpirent le cool, sentent le cool. Vous avez compris. Voilà, c'est trop cool. Brad Pitt Forever. Voilà. Et Monde de la F1, n'hésitez pas à vous intéresser un petit peu si ça peut si ça vous rend un peu curieux. Et j'ai trouvé aussi, pour moi, une des forces du film, que ça rendait un peu ce monde-là, en tout cas, accessible. Un point d'honneur à marquer là-dessus, à surligner. On va vers des films, du coup, maintenant policiers pour ce top 2 et 1. Ça rappelle fortement le film des frères Cohen, Fargo. Et du coup, sa série aussi, réadaptant euh, le film dans sa saison 1. Moi, c'est comme ça que j'ai connu en tout cas leur œuvre, avec l'excellent Martin Freeman. Et puis, du coup, chaque saison après de la série Fargo racontait autre chose, sous la forme d'un polar. Voilà, le 2, c'était un peu SF, avec l'excellent Jesse Plemons et je crois Kirsten Dunst, signé du point de bêtise. Saison 3 autre chose, saison 4 encore autre chose. La 5 c'était avec Jodie Foster, j'ai pas accroché à ce côté un peu de Think, il y avait un côté carpenteresque, fantastique. Ou pourtant j'avais aimé The Thing, mais là ça ne m'a pas... C'est vrai que je préfère le côté très terre à terre dans ce genre de choses, de fiction, mais enfin soit, enfin de cette série-là. Un hommage, d'une certaine manière, à Fargo, version française ici, dans le Jura, un ours dans le Jura, Franck Dubosc derrière et devant la caméra, c'était très bon, à tout niveau, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, j'ai souri de bout en bout, comme ça a su être sérieux aussi, c'est l'humour peint sans rire, de l'humour noir, comique situation, c'est écrit intelligemment, c'est tourné intelligemment, c'est malin. Laure Calamy est excellente, notamment. Poulvord est fidèle à lui-même. Euh, voilà, vraiment très très bon. Ça fait plaisir de voir Franck Dubosc une nouvelle fois et davantage dans un rôle sérieux, mais avec son petit soupçon aussi d'humour par instant, de situation. Voilà, c'est de la personnalité. C'est le genre de petit film qu'il faudrait davantage dans nos cinémas. Nours dans le Jura, top 2. Après F1, top 3. Et le premier, ça ressort un peu mon côté chauvin, comme disaient les copains. C'est une affaire qui a fait très mal à la Belgique dans les années 90, 95 même, lors de mon année de naissance. C'est le dossier Maldoror, avec l'excellent Tony Bajon, que j'avais découvert il y a un an et demi, dans le peut-être même plus film thriller fantastique Teddy, qui parlait de thèmes différents du coup. C'est froid, c'est glaçant, c'est maîtrisé. Ça parle de justice entre autres, voire d'injustice, de corruption. C'est inspiré fortement de l'affaire Dutroux. Voilà, d'ailleurs, les noms s'en rapprochent fortement aussi dans le film. C'est glaçant, du coup, âme sensible s'abstenir. Il y a juste une fois dans le film où, du coup, comme ça prend racine dans les années 90, où je me suis dit, dans un plan, mais voilà, il faut avoir l'œil, il faut être un peu attentif, il me semble, avoir vu des véhicules quand même très récents, mais globalement, au niveau de la retranscription, de cette difficulté de communication, entre autres, entre la gendarmerie et la police aussi belge, fut intéressante. Moi, ça ne m'a pas mis bien, forcément. Je me suis retrouvé dans le personnage principal, pour plein de raisons. En tout cas, le jeune moi, un peu rebelle par moments, qui a vécu pas mal d'injustices, n'a pu que se reconnaître là-dedans. C'est un parti pris, bien que le réalisateur Fabrice Doué disait que non. Dans certaines interviews, c'est mon premier Fabrice Doué, donc forcément, là, il faut que je m'intéresse un petit peu à sa cinématographie d'avant et continuer de le suivre. Voilà. Anthony Bajon a de bons jours aussi, je trouve, dans sa carrière. C'est un bon début, c'est un Teddy et Dossier Maldoror. Ouais, c'est pas le genre de film qu'on va regarder tous les jours, au vu de ce que ça traite, de la pédocriminalité, etc. Puisqu'il faut mettre des termes aussi sur les films dont on cite dans son top. Mais voilà, si vous aimez les films policiers, bons films policiers, une nouvelle fois sans prétention, peut-être un film à ajouter dans votre watchlist. Voilà, c'était film
de l'année 2025, ceux qui m'ont marqué. Vous avez vu, pas de DiCaprio, parce que moi, Paul Thomas Anderson, ça ne me parle pas trop. Pour le peu que j'ai vu, bien que j'avais apprécié Boogie Nights ou encore There Will Be Blood. Voilà. Mais bon, j'ai du mal aussi avec des films comme There Will Be Blood quand les personnages principaux sont froids. C'est pour ça que Oppenheimer de Christopher Nolan n'était pas dans mon top 2024, je crois. Je dis je crois pour l'année. En tout cas, suivez la chaîne, restez à l'affût. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, hein. Donc sur Twitter, c'est Dieberzeker, BZK. C'est peut-être plus facile pour vous de le noter. Sur Insta, je suis plutôt privé, donc j'accepte pas tout le monde. Maintenant, j'ai un compte photo. Euh, voilà, si ça peut intéresser certains d'entre vous, c'est DEE.cyclope. Je vous mets tous les liens dans la description. Je vous fais la bise, portez-vous bien. N'oubliez pas que le cinéma, la pop culture, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc, faut en consommer, mais avec modération. Je vous fais des bises. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour les séries, les immanquables euh, séries télévisées à ne pas manquer. Hein. Donc, enfin, ne pas manquer, immanquable. T'as capté. Je te fais la bise, hein. Porte-toi bien.